suis Joanne Van Haaf et je vais essayer de faire cet exercice de 6 en 6 mois parce que je suis vraiment nulle quand il s'agit de pitcher ces histoires. Donc de 6 en 6 mois, je vais essayer pour voir si je m'améliore. Et je vais donc essayer de pitcher les 6 romances pour les 6 amis qui font les 6 sentinelles et qui vont faire 2 séries. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans Renaissance qui est le spin-off de ma romance Promesse du bout du monde, je pensais que c'était supposé être un one-shot. Donc, je me suis lancée dans l'écriture en me disant que c'est un one-shot. Mais quand Queen débarque dès les premières pages, il arrive entouré d'hommes. Et dès le premier jet, j'ai su que ça allait faire des séries. Donc voilà comment ça part en cacahuète très vite, alors que c'était pas prévu. Queen et le boss. Et donc je vais présenter les romances dans l'ordre de parution, donc dans l'ordre chronologique, et pas forcément dans l'ordre de la série, parce que ce sont 2 séries, Sentinelle et Princesse, mais il y aura des tomes qui vont se croiser, qui vont s'entrecroiser. Donc on va passer de Sentinelle à Princesse, on repart à Sentinelle et après à Princesse. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais c'est vraiment juste une question de timing et de chronologie. Il y a des situations où il ne fait pas sens de speeder, où il ne fait pas sens d'aller directement dans l'histoire suivante, alors qu'ils font un temps d'adaptation ou un temps, peu importe le contexte, il faut un temps entre chaque histoire. Et donc, j'ai choisi l'ordre chronologique plutôt que l'ordre logique des séries. Mais pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on doit attendre la fin de la série pour se lancer, chaque tome est indépendant, chaque romance est indépendante et garantie sans spoiler. Donc, sauf mention du contraire, quand on débarque dans une nouvelle histoire, on n'a pas un résumé des épisodes précédents. Les autres protagonistes sont traités comme des personnages secondaires lambda. Il n'y a pas leur relation a été dure, ils ont pris du temps à être ensemble, ou il y a eu cette situation, ou il y a une autre situation, etc., etc. Non, il n'y a pas. En tout cas, je fais l'effort de ne pas avoir ce type de situation. Donc, quand les anciens protagonistes débarquent, ils vont devoir vous conquérir par leur charisme. Mais j'essaie de ne même pas mentionner leur trope. Par exemple, ceci est un spin-off de Promesse du bout du monde. Et l'héroïne est la meilleure amie de cette héroïne-là. Donc, quand ce couple-là arrive dans Renaissance, il n'y a pas le côté ils se sont mariés parce qu'elle avait besoin de ses papiers. Parce qu'elle avait besoin de prolonger son titre de séjour. À aucun moment, je ne mentionne le mariage arrangé. À aucun moment, je ne mentionne le statut d'immigration de mon héroïne. À aucun moment, je ne dis qu'elle était amoureuse de son mari, de son faux mari depuis qu'elle était ado. À aucun moment, je ne mentionne les tropes ou l'improbable pitch de Promesse du bout du monde. Et de même pour Réconciliation, qui est le tome 2 de Sentinelle. Quand Réconciliation commence, il y a ce couple-là, on les voit parce qu'en même temps, ils travaillent ensemble, ils sont voisins, etc. À aucun moment, je ne dis que ça a été difficile, que ça a été un slow burn. Et c'est pas que je vais écrire c'est un slow burn. Je ne vais pas dire, ils ont pris du temps à tomber amoureux, ils ont pris du temps à se comprendre, à se connaître. À quoi moment je dis qu'ils se détestaient parce que c'est un enemies to friends to lovers. À aucun moment je ne mentionne ça. Et la seule raison pour laquelle on sait qu'ils ont travaillé ensemble, c'est parce que c'est la fin le contrat qu'ils vivent dans Renaissance touche à sa fin dans Réconciliation. Donc on a encore un bout de ce côté, ils travaillent ensemble. Mais au-delà de ça, je ne veux pas donner plus que j'en ai besoin. Et pour le prochain roman, qui est un spin-off de Réconciliation, c'était supposé être le tome 3 de
de sentinelles, mais c'était... En écrivant, je me suis rendu compte que ça faisait trop l'intrus, parce que le héros va travailler pour eux, mais il n'est pas eux. Et l'héroïne est la sœur de Sabrina, et donc ça ne faisait pas sens. Ça ne faisait pas sens d'avoir quelqu'un qui n'était pas les sentinelles au milieu des sentinelles. Donc pendant que j'écrivais, je me suis dit, bon ben, je vais le sortir de la série, parce que ça ne fait pas de sens. Et donc le tome 3 le supposé tome 3 qui devait sortir cette année, ben, ce sera un spin-off indépendant one-shot. Et dans ce spin-off, à aucun moment je ne mentionne qu'il y a eu un coup de foudre, à aucun moment je ne mentionne le plot twist, à aucun moment je ne mentionne ce qu'on découvre et qui a failli tout briser. Donc non, on va découvrir quand on lit l'histoire et pas quand on lit une autre histoire. Le seul spoiler dans les différents livres, c'est qu'on va voir que les couples sont déjà créés. Mais ça, en même temps, c'est de la romance, les couples sont devant. On sait de toute façon que les couples vont se former, reste à savoir comment. Donc, c'est vraiment un travail que je dois faire, parce que quand je suis en train d'écrire dans le premier jet, j'ai tendance à vouloir rappeler qui est qui, etc. Donc, à la correction, j'écris à la correction, je dois tout zapper, pour que l'expérience de lecture soit totalement nouvelle. Donc, si on veut savoir quel est le pitch de cette affaire, ben, il y a un pitch en 4e de couf. Mais ce ne sera pas dans les livres, sauf mention du contraire. Sauf mention du contraire. Et là, je dirais ouvertement, écoutez-la, lisez dans l'ordre, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Mais ce sera l'exception qui fera la règle. Donc, je vais essayer de pitcher les 6 romances pour les 6 amis, les 6 sentinelles et les 2 séries. C'est un exercice qui m'est extrêmement difficile, donc je vais essayer de faire ça tous les 6 mois pour voir si, comme on dit en Angola, si j'agilise cette affaire, si ça me facilite. Mais on va continuer de le faire jusqu'à ce que ce soit impeccable, jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. Et j'utilise le « on » comme si j'étais plusieurs. On est plusieurs dans ma tête en même temps. Donc, on va commencer donc par le grand patron, Queen, qui est le chef, le leader né. C'est le cœur de la meute. Tout le monde tourne autour de lui, tout le monde se tourne vers lui quand on a un problème, tout le monde se tourne vers lui quand on a besoin de force, du genre il est prêt à se sacrifier pour tous les autres, c'est lui. Il est la clé de voûte de ce groupe d'amis. Et c'est le meilleur ami idéal, c'est vraiment la personne vers qui on se tourne quand on ne sait plus, quand on a peur, quand on ne sait pas quoi faire, quand on est indécis, quand on est triste. Et c'est aussi vers lui qu'on se tourne pour célébrer les choses. Et genre, Queen est comme le grand frère. Et je dis comme le grand frère parce que j'ai un grand frère comme ça. Mon grand frère est la clé de voûte de ma fratrie, de ma famille. Les gens, tout le monde se tourne autour de lui. Et quand il était malade, on était comme ça, oh punaise, non, il peut pas tomber malade cet homme-là. Mais donc c'est vraiment c'est vraiment le cœur de cette found family. Et donc dans Renaissance, Queen est il est américain, brésilien, il a grandi en Afrique australe, il est un ancien marine et il a décidé de revenir en Afrique australe pour se reconstruire et essayer de vivre, quoi, parce que là, il était en train d'exister. Et quand il a fait ce choix-là, les 5 autres ont dit, où tu vas, on te suit, on va avec toi. Donc, le projet, c'est qu'il va créer une entreprise, une société de protection qui est la Sentry Protection. Et pendant 3 ans, ils vont signer avec une multinationale, une entreprise américaine, qui est celle qui est en train de construire une ville nouvelle au milieu de nulle part, à la frontière avec le Botswana, pour rapatrier les réfugiés qui sont au Botswana. Et donc, pendant 3 ans, ils vont travailler pour cette entreprise, pour développer leur réseau local, pour accumuler les ressources, non seulement financières, mais logistiques, pour gagner de l'expérience de ce type de désert, parce que ils ont fait la guerre au Moyen-Orient, mais c'est pas le même désert, hein. Ce n'est même pas le même sable. Donc, ils sont en train d'accumuler les ressources, le réseau,
et l'expérience avant de se lancer dans leur propre entreprise. Donc dans Renaissance, ça se passe dans le dernier chantier avant la fin du contrat. Et quand il débarque, il va faire face à une jeune femme, Lucky, qui est jeune ingénieure. Elle est australo-africaine, mais les 10 dernières années, elle a vécu en Europe. Donc, elle a fait ses études entre la France et le Royaume-Uni. Et ce chantier est son tout premier contrat. Et quand elle le voit pour la première fois, elle le considère comme un mercenaire. Et quand on vient d'un pays en guerre comme moi, les mercenaires sont pas sexy. Donc, elle a ce préjugé très fort. La première fois qu'ils échangent des paroles, ce n'est pas cordial. Genre, elle vient déjà avec son préjugé, elle vient déjà prête à l'attaque. Donc, Queen ne comprend rien, mais elle vient déjà prête à l'attaque. Donc, c'est vraiment un enemies to friends to lovers parce que je veux mettre l'accent sur ce slow burn. Je veux mettre l'accent sur le fait qu'ils doivent devenir cordiaux, après devenir des connaissances, après devenir des amis, après devenir des confidents, et ensuite plus et beaucoup d'affinités, parce que ça a été dur de traverser la barrière, le mur que Lucky a érigé par un pur préjugé qui se basait sur absolument rien. C'était du délit de faciès. Donc Renaissance est une histoire de romance au travail, parce qu'ils travaillent pour la même entreprise, et c'est de proximité forcée parce qu'ils sont voisins. Donc sur ce chantier, au milieu de nulle part, ils vivent là, ils travaillent là, ils dansent là, ils passent les week-ends là, et il n'y a que quelques week-ends et quelques congés où ils vont dans la grande ville, mais sinon c'est un huis clos, quoi. Donc il va falloir faire avec. Donc Renaissance est le tout premier de cette série de 6. Vient ensuite Réconciliation. Dans Réconciliation, c'est Cobra. Cobra pour les amis, Sabrina pour la famille. Elle a la double nationalité australo-africaine et britannique. Elle était dans l'armée britannique et elle accompagne Queen, qu'elle a rencontrée en Allemagne plusieurs années auparavant, parce que sa famille est de retour en Afrique australe, donc elle aussi voulait rentrer en Afrique australe. Donc au tout début du roman, il y a 2 événements. Ce sont les résultats des élections générales. Les élections générales, c'est quand on vote pour le président et les députés en même temps. Donc tout vient en même temps, il n'y a pas de présidentiel et il n'y a pas de municipal. Donc c'est au moment des résultats des élections, et c'est un choc national parce que l'extrême droite fait une montée foudroyante et on vient avec un groupe d'amis qui est comme les Nations Unies. En plus, au-delà de Cobra, qui est la seule australo-africaine du groupe, tous les autres sont des étrangers. Et s'ils commencent en tant qu'expatriés, à partir du moment où Queen crée l'entreprise, ils sont des immigrés. Donc la situation est pas mal compliquée. Et elle est aussi compliquée pour Cobra, qui est locale, mais elle est d'origine indienne, elle est musulmane, et du genre, elle a la double nationalité. Donc ce sont des arguments qui ont toujours été mis en cause par les partis qui sont venus en avant. Donc c'est une situation qui va marquer le roman et qui va marquer le groupe, du genre aussi la plupart. Si ton groupe est fait de nationaux et d'immigrés, tu prêtes 2 fois plus attention à la politique. Et le deuxième événement, c'est que elle va dans un bar avec sa sœur, et dans ce bar, il y a un homme qui s'approche, qui est très gentleman et qui l'invite à dîner, et cet homme c'est Enzo, et Enzo il a eu le coup de foudre, et avant même de connaître le nom de Sabrina, avant même de savoir quoi que ce soit à propos de Sabrina, il avait dit: c'est la femme de ma vie, je vais l'épouser, elle sera la mère de mes enfants. Et donc Sabrina
Cobra, comme vous voulez. Elle est très attirée par lui et elle est très intriguée, très touchée et fascinée par cette idée qu'il a que ils vont se marier. Donc ils vont dîner ensemble le lendemain, ils vont au restaurant et la conversation va très vite déraper dans le sens où combien d'enfants on aura, comment ça se passera la retraite, etc. Donc en 24 heures, quasiment top chrono, Sabrina et Enzo sont en couple. Ça change de ce slow burn là. En 24 heures, ils sont en couple. Mais c'est la fin du chantier, c'est la fin du contrat. Donc, ils se mettent ensemble et dès le lendemain, ou 2 jours plus tard, Sabrina est de retour dans le désert. Donc, le début de leur relation se passe par téléphone. Pendant une 30aine de jours, Enzo va l'appeler tous les jours. Ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se dévoiler, etc. Comme ça, quand Sabrina revient à la capitale, revient en ville, eh bien, leur couple, qui était basé sur absolument rien, commence à avoir une fondation un peu plus solide. Mais il y a un souci. Vous vous souvenez des élections? L'Afrique australe est un pays multiculturel. Exactement comme l'Afrique du Sud voisine. C'est un pays multiculturel avec la majorité noire, une communauté blanche, une communauté d'origine indienne. Et à cause des résultats des élections, on a comme une impression que se développent des communautés rivales alors qu'il n'a jamais été question de communauté rivale. Il n'y a jamais eu de rivalité entre les communautés, mais les élections peut-être qui font comprendre autre chose. Et non seulement Sabrina et Enzo sont des opposés, la personnalité, la façon de se tenir, la façon de voir la vie, la façon de vivre, etc. Donc Sabrina est une fille populaire, elle était ancienne, c'était une athlète quand elle était au lycée, c'était une ancienne militaire, c'est quelqu'un qui autant est en cargo, ranger et arme à la main, autant elle est super glamour, en jupe, en talons, en maquillée, etc. pour aller danser. Donc elle a ses multiples personnalités, mais elle s'adapte très facilement à tout. Du genre, elle peut manger dans la rue, elle s'adapte très 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 facilement. Alors qu'Enzo, il est un peu snob, ce garçon. Il est élégant, il est d'une classe sociale supérieure, il est riche, il est snob, ça vaut le coup de répéter. Mais j'aime son type de snob parce que c'est mon type de snob. Moi, en Angola, je ne mange pas dans la rue. Ça dira ce que ça dira de moi, mais je ne mange pas dans la rue. Et donc, ils sont totalement différents, mais ils sont totalement complémentaires. Et ça, c'est uniquement dans les personnalités, parce que ils viennent de classes sociales différentes. Sabrina vient d'une classe populaire. Enzo fait partie de la classe, est-ce qu'on dit classe haute? C'est classe haute qu'on dit? Ou classe supérieure? Ou les grandes classes? Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Elle est riche. Il fait partie des riches. Il fait partie des riches. Mais lui, il est noir, il fait partie de la majorité. Elle est d'origine indienne. Lui, il est chrétien, elle est musulmane. Lui, il est de droite, elle est de gauche. Et ça pose des questions du est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui ne vote pas pareil. J'ai déjà fait un podcast à ce sujet et ma réponse est oui. Ça dépend de jusqu'où on vote. Genre, je n'ai aucun problème avec les gens qui votent à droite. Si c'est quelqu'un, j'allais dire des noms, je ne vais pas citer, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui vote à droite, mais le curseur de la droite s'arrête où exactement? Genre, parce que plus il va à droite, moins on peut être ensemble. Donc, lui, il est en droite modérée, mais on pose la question parce qu'on est à une ère où il n'y a plus de nuances et c'est une question que je me suis posée pendant les dernières élections en France, pendant les élections aux États-Unis. Des gens, quand j'ai écrit ce roman en 2020, je n'avais pas prévu le monde en 2025, les gens. Ensuite, le 3e tome, c'est un spin-off de Réconciliation. C'était supposé être le tome 3 de Sentinelle
mais finalement je l'ai retiré, donc je ne vais pas en parler. C'était un truc, je ne pouvais pas. Donc ça continue de se suivre de façon chronologique, et l'héroïne est la sœur de Sabrina. Donc on saute. Et on a le tome 3 de Sentinelle qui est Résilience. Ce sera une romance MM. C'est pas ce sera, c'est une romance MM parce que le roman est déjà écrit. C'est une romance MM, et Bishop est américain, c'est un vétéran, un Marine, c'est un des amis les plus proches de Queen. Et lui, il est venu très cabossé, très brisé de son temps chez les Marines. Donc tout le monde est en thérapie, mais lui, sa thérapie, on a un peu plus ramé. Il était mentalement dangereux pour les autres dans le stade où il est arrivé. Donc ça s'appelle Résilience, parce que quand l'histoire commence, il est en Afrique du Sud pour le travail. Et un des exercices proposés par sa psy, c'est d'essayer d'aller dans un bar. Il ne va jamais dans les bars. Du genre, le max qu'il peut faire, c'est être dans un restaurant avec ses amis, mais il ne va jamais dans les bars. Et on commence, le tout premier chapitre, on commence où il est en train de faire un exercice qui prouve que sa thérapie est en train de fonctionner. C'est encore très long pour lui, mais il est en train d'avancer. Il est donc en face d'un bar gay à Johannesburg, et ça lui demande un énorme effort, mais il entre dans ce bar, il s'assied au comptoir, il boit des mocktails, et le barman, Joe, sud-africain, il va flirter avec lui, et Bishop, il n'est pas prêt. En fait, c'est que non seulement il n'est pas prêt, il est perturbé, parce que pour la toute première fois depuis des années, il est attiré. C'est pas qu'il est attiré, mais il trouve quelqu'un séduisant. Et mais le contexte lui fait peur. Du genre, on peut être un grand gaillard, on peut être une armoire à glace, mais quand ça ne va pas là, on peut avoir peur des choses les plus anodines. Et c'est quelque chose qu'on apprend dès le prologue. Il a été agressé, et de façon continue. Et donc, il est en train de retravailler, il est en train d'essayer de se reconstruire. Et ça fait déjà 6 ans qu'il galère. Mais rien que le fait qu'il soit assis à ce comptoir, c'est une immense victoire, même s'il ne voit pas ça comme ça. Donc, Résilience, c'est un hurt and comfort. C'est le trope où un des personnages participe activement dans la guérison de l'autre. Je fais très attention au fait que je n'aime pas l'idée qu'un des love interests guérisse, est-ce que c'est français, commence son trait soit guéri par l'amour. Je n'aime pas cette idée-là, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour peut être un soutien, l'amour peut être un moteur, mais on ne se guérit pas par amour, on doit se guérir pour nous-mêmes, pour notre santé mentale, émotionnelle, pour notre bien-être, pour notre dignité, etc. Donc je fais vraiment très attention à comment je gère cette affaire-là, mais juste le fait que mon héros est déjà là parce qu'il est en train de faire un exercice demandé par sa psy. Il est déjà en pleine guérison. C'est long, c'est très long pour lui, mais il est déjà en guérison. Donc ce n'est pas je vais être sauvé grâce à l'amour. Non, c'est juste que Joe participera à cette guérison. Une fois qu'il est là, une fois qu'il connaît, qu'il apprend l'histoire de Bishop, une fois qu'il a tous les tenants et aboutissants de cette affaire-là, il va participer activement dans cette guérison, et il va être le point, il va aider là où la psy ne peut plus aider. Là où c'est plus intime, là où c'est plus personnel, là où on peut avoir une thérapie, par exemple, par le toucher.
Et ça, c'est pas avec la psy qu'il va avoir. Je pense qu'il y a des assistants sexuels qui peuvent faire ça. Mais quand tu as une thérapie par le toucher, par quelqu'un que tu aimes ou par quelqu'un de qui tu es en train de tomber amoureux ou amoureuse, c'est différent. On est plus en confiance. Et donc, je fais vraiment très attention au fait que ce n'est pas le job de Joe de guérir Bishop. Il participe à sa guérison, mais ce n'est pas lui le motif de la guérison. Et donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, je suis en train de l'écrire. Ça s'appelle Comme dans une romance et c'est le premier tome de la série spin-off qui est Princesse du Kalahari. Et c'est une série spin-off parce que ça se passe dans une small town. À Shearsburg, c'est une small town à 2-3 heures de la capitale. Et c'est là que les sentinelles ont construit le camp d'entraînement pour des futurs sentinelles. Et des fois qu'un jour j'ai besoin de piocher de nouvelles histoires. Pour l'instant, tout va bien, je n'ai pas d'histoire avec les recrues. Mais c'est un autre rythme, c'est un autre type de situation. Et c'est une autre série parce que c'est un autre arc narratif et c'est une autre ambiance. Donc le small town, c'est très différent de la grande ville, de la grande capitale avec 1 million d'habitants. Donc ils sont quelques dizaines de milliers d'habitants, c'est au milieu de nulle part, c'est très lent, c'est dans un coin... C'est dans un coin où avant c'était que des fermes. Donc l'ambiance, le rythme n'est pas du tout le même. Et donc, comme dans une romance, c'est une histoire de demoiselle en détresse, de proximité forcée. Et mon héroïne, Jemima, a été abandonnée à la naissance. Et ça, on le sait dès le départ. Donc, elle a toujours vécu dans un orphelinat. Et l'orphelinat où on l'a abandonnée, c'est là où elle a vécu, où elle vit toujours. Elle a 24 ans. Et maintenant, elle s'occupe des enfants qui sont là, qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés, qui sont orphelins. Et on arrive à un moment, je suis en pleine écriture, donc ça peut évoluer. On arrive au moment où cette situation commence à la peser. Elle aimerait voir autre chose dans le monde. Et le fait de toujours dire au revoir aux enfants de qui elle s'occupe, du genre elle est dévastée à chaque fois. Et ça fait 24 ans qu'elle est dans cet orphelinat. Ça fait 24 ans qu'elle est en train de dire au revoir aux gens, à ses anciens amis qui sont partis, du genre si on n'est pas adopté à 18 ans, on s'en va. Donc ça commence à peser et elle qui est plutôt légère, qui aime la légèreté, qui a le bonheur des choses simples, elle ne trouve plus ce bonheur-là et elle se réfugie dans la lecture. Elle achète des romances, elle ne sait pas que c'est des romances parce qu'elle vit dans une bulle. Elle n'a pas accès à Internet, elle regarde pas la télé, mais elle écoute la radio, elle lit les journaux. Et donc, elle ne sait pas que ce qu'elle est en train de lire, ce qu'elle lit tous les soirs, c'est de la romance. Donc, le monde qu'elle imagine et le monde qu'elle voit à travers la romance. Et quand elle croise June est un ancien Marine américain. Et lui, c'est le directeur du camp d'entraînement. Et il a perdu une main pendant la guerre. Et il est lui aussi en thérapie, ils sont tous en thérapie. Et il a du mal à accepter cette différence parce qu'il a été abandonné à cause de cet handicap. Sa fiancée avec qui il avait construit des rêves, des projets d'avenir, etc., l'a abandonné à cause de ça. Donc il n'est vraiment pas au top de sa forme. Il a peur de ne plus être celui qu'il était. Et quand on débarque, Jemima, le ranch où il y a le camp d'entraînement est juste en face de l'orphelinat aux portes de la ville. Donc, quand il croise pour la première fois Jemima, c'est pour lui la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Mais il ne veut pas faire le premier pas, il ne fera jamais le premier pas. Non seulement il voit bien qu'elle est un peu innocente,
elle est un peu innocente dans sa façon de voir les choses, de la façon de se tenir, donc il ne veut pas y toucher, voilà. Et de l'autre côté, des genres, oui, c'est très bien, elle est super sympa, etc. Mais combien de temps lui faudra-t-il pour se rendre compte que, sans sa main, elle voudra quelqu'un d'entier, quoi. Du genre, c'est vraiment quelque chose qui est dans son cerveau parce qu'il est aussi compétent, aussi fort, aussi tout que tous les autres. Mais c'est quelque chose que lui aussi est en train de travailler en thérapie. Et il y a une situation où Jemima est en danger et elle est en danger à cause de la sorcellerie. Donc, il n'y a pas du tout de fantastique dans cette romance. Il n'y a pas du tout de fantastique, mais il y a des superstitions et des croyances de la région. Et je suis angolaise. Je crois à beaucoup de choses que l'Occident ne croit pas. Et pour cette raison, je vais m'inspirer uniquement de la sorcellerie de la région, mais je ne vais pas donner des rituels exacts, je ne vais pas plonger davantage, je vais me tenir très éloignée de cette affaire-là, mais ça va être le moteur pour qu'il se rapproche. Donc, il y aura un bout de sorcellerie, la sorcellerie mettra Jemima en danger et June va devoir se prouver à lui-même qu'il est capable d'être un héros, qu'il est capable de sauver la femme dont il est amoureux en secret, qu'il est capable de la protéger, même sans humain. Donc, c'est encore en cours d'écriture. Je suis encore au tout début, je crois. J'ai 60 pages. J'ai marqué 60 pages. Ça fait ça. C'est encore, voilà. Ensuite, après, comme dans une romance, on revient dans Sentinelle pour le dernier tome de Sentinelle, qui est Rédemption. Et Rédemption, il y a Bond, pas James Bond. Et Bond est le deuxième militaire britannique, c'est l'ami le plus proche de Cobra. Et lui, il est donc britannique, il a presque 2 mètres, il est blond, yeux bleus, mais c'est un peu racaille, il est un peu un racaille, quoi. Et son grand problème à lui, c'est qu'il ne savait pas gérer sa violence. Pas violence, son agression, du genre, il s'emporte très vite. Donc, sa thérapie à lui, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et reconstruire et essayer de se reconstruire pour revoir ses enfants qu'il n'a pas vus depuis des années. Donc, dans sa rédemption à lui, c'est d'être suffisamment fort pour faire ce premier pas. Alors qu'il a peur, ça fait des années qu'il a peur. On mentionne des renaissances. Donc, c'est vraiment une question de temps et de thérapie parce qu'il a toujours été agressif, parce que son père était agressif, parce qu'il a grandi dans un milieu violent. Et c'est quelque chose qu'il essaye de déconstruire. Et il va être binôme avec Mona, qui est une reporter. Elle n'est pas reporter, elle fait des reportages, mais elle est freelance. C'est française. Mona est une des meilleures amies d'Abby et de Lucky, donc on fait full circle. Elle fait un reportage sur un trafic et elle se trouve dans de bons mauvais draps. Et Bond est là pour la protéger, mais genre c'est son job. Mais ils ne s'entendent pas des masses. Ils ne s'entendent pas très bien parce qu'il y a eu une situation où Bond n'a pas été à la hauteur et Mona lui en veut, mais elle ne peut rien faire parce qu'il est en train de protéger ses fesses. Du genre, les gens, vous allez vous enfoncer dans le milieu de nulle part, dans des trucs de mafieux, vous voulez quoi exactement? Et c'est avec elle, parce qu'elle fait des recherches, elle cherche beaucoup, et elle va trouver des réponses à beaucoup de questions que Bond essaye de ne pas se poser, mais il est curieux. Donc, ça, ce stade
ce stade de pitch est un peu laborieux parce que je n'y suis pas encore, je n'ai pas commencé à écrire encore, donc je ne sais pas du tout où je vais et ça peut changer en cours de route. Mais normalement, c'est une question de proximité forcée parce que lui, il est en train de la protéger et quand il cesse de la protéger, ben, ils ont fini par commencer à communiquer et ensemble, ils vont partir en Angleterre pour que il résolve son affaire, enfin. Mais voilà, rédemption, ça va être très touchant, très émouvant. Cette rencontre entre un père et des enfants qu'il n'a pas vu depuis des années parce qu'il a peur. Il a peur d'être comme son père à lui et il a peur d'être un mauvais père. Il a peur d'être mauvais père, d'être un mauvais exemple. Donc pour lui, c'était une erreur, mais c'était comme ça qu'il le pensait avant sa thérapie. Pour lui, la meilleure chose à faire, c'était de s'éloigner et qu'ils aient un meilleur environnement. Donc, il va falloir que je travaille non seulement le côté émotionnel, psychologique de tout ça pour Bond et pour les enfants qui ont grandi quasiment orphelins de père vivant, quoi, en gros. Donc, j'ai hâte et en même temps pas du tout de me lancer dans cette histoire parce que je sens que je vais avoir le cœur qui va palpiter un peu plus vite que d'habitude. Et la dernière romance, c'est comme à la télé. Et donc, comme à la télé, c'est avec Saxe. Saxe est le dernier Marine américain. C'est un grand noir. Et pendant qu'il était dans les Marines, sa femme, sa fiancée l'a quitté, un peu comme June, mais pas pour les mêmes raisons que June. Et l'a trompé, l'a quitté, et il a beaucoup de mal avec les femmes. En fait, c'est pas qu'il a beaucoup de mal, c'est que il ne veut plus rien de sérieux parce qu'il ne fait pas confiance, mais chaque fois qu'il a une aventure, il a une aventure avec une femme sérieuse. Une femme sérieuse qui va finir par vouloir quelque chose de sérieux parce qu'il ne supporte pas les échevelés et il a déjà donné. Et il se rend compte a posteriori que c'était une femme superficielle et lui n'était pas assez bon pour ce qu'elle voulait de la vie, du statut social, etc. Donc il a vraiment du mal à faire cette différence parce qu'il veut des aventures mais il ne veut pas mais il ne veut que des filles sérieuses et les filles sérieuses, celles qu'il rencontre, ne veulent pas des aventures. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et il est donc à Shrewsbury, dans cette small town, et il tombe sur une femme qui est la reine des superficiels, qui a sa propre émission de télé-réalité. Ça c'est vraiment dans les préjugés. Genre, il y a des émissions de télé-réalité que je regarde. Ce n'est pas une critique de la télé-réalité, mais le préjugé de Saxe vient vraiment du côté où il ne veut plus de superficialité et il voit la télé-réalité comme tout ça, en fait. Comme de la superficialité, mais niveau premium, quoi, niveau supérieur. Et ça va être quelqu'un qui ne va pas supporter, mais qui va devoir côtoyer pour X raisons que je ne vais pas développer, sinon je spoil. Je spoil le truc. Mais ça va être très drôle. Genre, il y a un moment dans Résilience, il y a une scène où les 6 sentinelles sont ensemble en train de discuter, etc. Et il y a un moment où Saxe est en train de dire aux autres, non mais j'aimerais tellement ne plus avoir affaire avec la superficialité ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Et pendant que j'écrivais, j'étais en train de rire. Parce que si tu savais ce que je te réserve. Mais la fille qui l'attend, là c'est une question de préjugés et un peu de réalité. Ce n'est pas qu'elle soit 100% superficielle, mais elle prête attention à des choses que vraiment, en tout cas pour moi, ce n'est pas intéressant. Mais encore une fois, ça c'est encore dans l'ordre du projet, c'est l'ordre de l'idée. Et au moment de l'écrire, eh bien, on va voir comment je m'en sors.
n'est-ce pas? Mais à l'heure actuelle, c'est ça. Donc, voici les 6 pitchs pour les 6 romances des 6 sentinelles en 2 séries. Donc, il y aura renaissance, réconciliation, résilience, comme dans une romance, rédemption et comme à la télé. Toutes les histoires pourront être lues de façon séparée, sauf pour comme dans une romance, comme à la télé. Pour comme à la télé, je vais conseiller très fortement de lire comme dans une romance avant. Voilà. Du genre, je crois que des projets que j'ai, c'est le seul moment où l'exception fait la règle. Donc, comme à la télé, il va falloir lire comme dans une romance avant. Mais pour tout le reste, pas besoin d'attendre la fin de la série, pas besoin d'attendre la fin d'un arc, etc. Tout le reste est très indépendant. Voilà, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, c'est parti, il va falloir que j'écrive le livre 7 de cette affaire-là, comme dans une romance. J'aime beaucoup ce que j'ai écrit en ce moment, mais il va falloir que je crabure un peu plus. Et donc, dans 6 mois, on revient pour les pitchs pour voir si je m'améliore, mais ce n'est pas une garantie, les gens, c'est pas une garantie.